Alors le 17 mai, c'était la journée internationale contre la transphobie, l'homophobie et la bisphobie. Et du coup, à ce sujet, je voulais vous présenter un roman graphique que nous aimons beaucoup au niveau de la bibliothèque universitaire, qui s'appelle La Favorite. Donc la petite particularité, c'est que quand vous le retournez, il n'y a pas de résumé. Donc on voit vraiment le côté inverse du personnage. Donc déjà, dans un premier temps, l'auteur semble nous inviter à retourner la perspective et à voir d'une autre façon les choses. Donc La Favorite a été fait par Mathias Lehmann. Et donc ce qui marque aussi cette BD, c'est le style graphique qui rappelle un peu les gravures du 19e siècle. Donc tout est en noir et blanc à l'intérieur. Et l'ambiance est assez oppressante, assez pesante. Donc il y a vraiment un sentiment de malaise qui se dégage quand on le lit. Donc l'histoire, d'après ce qu'on comprend, c'est une fillette qui s'appelle Constance, qui est élevée par ses grands-parents. Donc sa grand-mère qui est abusive et alcoolique, et son grand-père qui est lâche et qui se renferme sur lui-même, qui ne fait rien pour la protéger de sa grand-mère. Et on apprend plus tard qu'en fait, c'est pas une petite fille mais un garçon que sa grand-mère force à porter des vêtements de fille. Donc je trouve ça assez intéressant du côté de ce point de vue-là, parce qu'en fait, l'auteur renverse un peu les points de vue. Donc ce qui apparaît comme étant un droit fondamental de s'habiller comme on veut ne l'est pas. Donc ce qui peut justement rappeler la douleur que vivent tous les transsexuels. Par ailleurs, on apprendra par la suite que le grand-père est homosexuel refoulé, donc c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Et il y a des passages qui sont vraiment dénués de texte, donc l'image prend le pas sur le reste, et on ressent toute la violence même sans qu'il y ait vraiment besoin de mots, donc là par exemple dans ce passage-là. Donc voilà, et du coup je vous incite vraiment à le lire. C'était une bonne surprise pour moi en fouillant un peu le fond BD. Donc on a bel et bien des fonds romans graphiques et bandes dessinées au niveau de la bibliothèque universitaire et pas uniquement au niveau de la GMGSI. Vous pouvez toujours regarder sur Ulysse et faire venir les ouvrages que vous voulez sur la vie grâce à la navette. Donc voilà, je vous conseille vraiment de lire La Favorite de Mathias Lehmann. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre roman, donc c'est bientôt les vacances, on est au mois de juin. Donc les examens sont passés, donc bientôt la plage de sable fin, bientôt la détente, bientôt les plages, les bikinis et les séances de beach volley. Et bien en cet honneur, je voulais vous parler de Ainsi joli nulle part d'Alexis Chaikin, donc, qui a été écrit en 2022, donc c'est tout récent, c'est une récente acquisition. Alors, faut pas se laisser leurrer néanmoins par le côté très coloré, très pastel du livre, qui donne un peu un paysage idyllique, parce qu'en fait c'est un roman à suspense. Donc au niveau du résumé, ils sont dans un si joli nulle part, au beau milieu d'une mer translucide. Une fois de retour chez eux, ils oublient vite le nom des choses. Ils ne se souviennent ni du nom de la plage de leur hôtel, ni de celui de l'îlot où ils sont allés faire de la plongée. Là-bas, les oursins plats pullulaient sur la plage comme de vulgaires coquillages. Ni de celui de leur restaurant favori. Était-ce le nom d'une fleur exotique? Ils oublient même le nom de l'île. Donc c'est assez cryptique comme résumé. Et en fait l'histoire c'est une famille qui part en vacances, donc en 1995. Richard et Hélène Thomas, accompagnés de leurs deux filles. Donc la plus âgée Alison a 18 ans, la plus jeune Claire n'en a que 10 pardon. Et donc ils partent pour des vacances de rêve dans les Caraïbes. Donc on sent que c'est une famille assez aisée, qui peuvent se permettre des bons hôtels. Et vraiment on est très immergé par l'ambiance. Ça nous rappelle vraiment le côté nostalgique des vacances en famille. Donc les côtés positifs comme les côtés négatifs, le sentiment un peu de honte quand les parents essaient de faire des activités qui ne sont pas trop de notre âge, ou alors l'odeur de la poubelle qui traîne à côté de la piscine. Et petit à petit, il y a des petites fausses notes qui vont se glisser ça et là dans le récit, jusqu'à ce que le drame se produise et que Alison soit retrouvée morte. Donc c'est une affaire d'enquête policière qui n'aura pas de suite, et c'est seulement bien des années plus tard que Claire, qui est devenue éditrice, va rencontrer le principal suspect de l'affaire par pur hasard dans un taxi. Donc elle va se décider à mener de nouveau sa petite enquête, et au fur et à mesure qu'elle va apprendre à le connaître, elle va réaliser qu'en fait sa sœur n'est pas celle qu'elle croyait qu'elle était.
Donc j'aime beaucoup ce roman parce qu'en fait on ne s'attend pas du tout à la tournure que ça va prendre. Donc il y a vraiment, outre l'enquête qui tombe de nulle part, on a aussi vraiment le côté discrimination, racisme, les classes sociales et la rébellion d'Allison qui va vouloir en fait défier cette réalité et la famille dans laquelle elle vit, cette aisance qui la révolte et qui la dégoûte. Donc on réalise qu'Allison n'est pas simplement une simple adolescente rebelle qui avait envie de flirter avec le personnel, non, elle avait vraiment un vrai but, un vrai combat. Et du coup, ce roman permet de s'y plonger pleinement. Donc je vous conseille vraiment de lire Ainsi je nulle part d'Alexis Chaikin, ça vaut le détour. Par la suite, je voulais également vous parler d'un auteur dont on ne présente plus, Bernard Werber, qui est très connu. Donc, il a écrit La prophétie des abeilles en 2021, pardon. Et donc c'est tout récent aussi. Donc on a un peu l'habitude avec lui, la trilogie des fourmis, mais en fait c'est pas tant au propos des abeilles dont il est question, parce qu'il est écrit que depuis la nuit des temps, une prophétie annonce le destin de l'humanité. Elle révèle que notre avenir est lié à celui des abeilles. Les Templiers l'ont préservée à travers les époques, mais sa trace s'est perdue. Pour la retrouver, il faut remonter le temps, traverser les continents et affronter tous les dangers. Êtes-vous prêt à la découvrir ? Donc étonnamment, ça va parler de Templiers et de voyages psychiques. Donc le personnage va en fait plonger dans ses vies antérieures, donc il y a vraiment une dimension très philosophique. Ce que j'aime beaucoup avec Bernard Werber, c'est qu'il a un style qui mêle à la fois la science et la fiction. Donc si vous aimez vous instruire en vous amusant, si la science, l'écologie et l'histoire vous fascinent, c'est vraiment la lecture idéale. Parce que du coup, vous avez vraiment la dimension avec les Templiers, ça rappelle un peu le jeu Assassin's Creed pour les gamers qui sont parmi nous. Il y a vraiment le côté philosophique, et puis c'est un voyage qui vous fera grandir à l'intérieur, c'est une lecture qui fait partie de celle qui vous accompagne tout le long de votre vie et qui vous permet d'avoir une nouvelle philosophie et une nouvelle vision sur les choses. Donc cette machine à voyager dans le temps, c'est aussi une machine à rêver et à apprendre. Donc vraiment, je vous conseille cette lecture. Et je vais vous citer juste un petit passage. Continue de t'intéresser à l'avenir. Cet arbre pourrait symboliser le temps. Imagine que les racines, c'est le passé. Le tronc, c'est le présent. Et les branches, le futur. Le passé est enfoui et peu visible. On se le représente plus qu'on ne le distingue réellement. Il est disséminé dans de longues racines qui s'enfoncent profondément. Le présent, par contre, est solide, visible, mais dans un tronc unique. Et puis l'avenir, ce sont toutes ces branches différentes qui mènent à des feuilles. Mais ces feuilles, qui sont autant de scénarios de futurs possibles, poussent les unes à côté des autres et sont donc concurrentes. Certaines feuilles, faute de lumière ou de sève, vont dépérir et tomber. Des branches vont casser. Ce sont les lignes de futur qui n'existeront pas. D'autres branches vont grandir et se renforcer à partir du tronc central, dans la continuité du présent visible, solide, unifié. Pour l'instant, l'arbre pousse et les branches du futur peuvent être encouragées ou découragées. Donc un peu la dimension multivers qui rappelle un peu aussi le côté Marvel ou la nouvelle phase. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette lecture qui vaut le coup d'œil. Par la suite, je vais vous poser une simple question. Est-ce que vous avez déjà trouvé la réalité plutôt ennuyeuse ou trop dure à affronter? Est-ce que vous préférez plutôt rêver? Est-ce que vous préférez la fiction, croire à certaines légendes? C'est également le choix qu'a fait le fils de John Barham dans la nouvelle Arm Shadow, qui est écrite par Priya Sharma. Donc déjà, on remarque que la couverture est vraiment très très belle. Donc elle est signée par Aurélien Polis. Et cette nouvelle a remporté plusieurs prix. Le prix Imaginal 2022 cette année dans la convention à Épinal, le British Fantasy Award et aussi le Shirley Jackson Award en 2020. Donc Arm Shadow, c'est quoi? C'est à l'Angleterre, fin 19e siècle, mais attention, pas du côté de l'aisance, de l'époque victorienne avec les fanfreluches et les belles robes, non, non. C'est vraiment dans le paysage paysan. Donc c'est la famille de Gaydon Bellman qui est forcée de quitter Bath, donc la grande ville, pour vivre dans une ferme familiale et qui appartient à son oncle, à Arm Shadow. Mais Arm Shadow est aussi une ville qui porte une légende. Il est dit qu'elle est au pied d'une colline qui
elle dissimule un trésor, et ce trésor est gardé par un dragon qui se serait endormi et qui aurait épousé la forme d'Hélieu depuis. Donc cette légende, c'est ce que son père raconte à Gaiden, et ce sera l'héritage auquel Gaiden va se raccrocher tout le long de la nouvelle. Donc vous verrez que vraiment il y a une ambiance dure, brute. Le père, on se prend tout de suite d'affection pour lui. C'est un ancien professeur, il est instruit, il parle bien. Sa femme en revanche est froide et distante, voire indifférente envers Gaiden. Et quant à son oncle, il est un homme bourru, violent, complètement différent envers ses enfants et encore plus dur envers Gaiden. Donc du coup, il y aura vraiment cette immersion dans l'ambiance tout à fait dépaysante. On va vraiment se sentir dans les lieux. Je vais vous montrer un passage en particulier. Basse était tout en alignement d'immeubles gracieux. Les enfants jouaient dans les allées au cerceau ou à la corde à sauter. Les rires résonnaient et les appels des colporteurs. Et puis, il y avait l'odeur des châtaignes grillant dans les braséros rougeoyants. Les roues des carrosses, le martèlement des sabots sur les pavés. Au crépuscule, on allumait les lampadaires à huile, suspendus au-dessus des rues brumeuses, comme des lanternes magiques portées par des géants. Ici, à Ormshadow, des gosses en haillons couraient dans les ornières boueuses creusées par les charrettes. Ils dévisageaient les étrangers. Lorsque Gaiden les saluait, ils continuaient à le regarder sans rien dire. Il n'y avait qu'une petite église et une auberge. Pas de champs d'orge aux alentours, comme à Basse, mais des étendues d'herbes rêches ployées par le vent de mer. Donc on sent tout de suite la rupture totale entre ce qu'a connu Gaiden de base et le nouveau milieu dans lequel il doit vivre. Il doit s'habituer notamment aux tâches très ardues. Donc il doit tondre les moutons, il doit tourner la terre, c'est très épuisant. Au début, il est scolarisé, finalement il sera déscolarisé pour aider à la ferme. Donc il y a petit à petit une sorte de déchéance qu'il vit, un enfer dans lequel il plonge. Vous verrez notamment qu'il y a un événement tragique qui va aussi du coup introduire la notion de deuil, la notion de reconstruction de soi. Donc, pour faire face à tout ça, en fait, Gaiden va se plonger dans son imagination. Donc il y aura aussi une dimension fantasy très forte avec ces histoires de dragons. Vous verrez, il y a toute une légende construite. En fait, sa famille était, un peu comme les Targaryens dans Game of Thrones, était élue par le dragon pour conserver son secret. Et de ce vestige, il ne reste plus qu'un fauteuil incrusté de pierres précieuses qui réside dans la ferme. Donc c'est assez marrant de voir du coup le côté très rustique, excepté ce fauteuil qui clash un peu avec le reste du décor. Donc c'est vraiment un style très imagé, très cinématographique. Donc je vous conseille vraiment de le regarder, c'était une bonne découverte pour moi. Et puis je vous laisse apprécier aussi la couverture qui représente justement la fameuse dragonne qui est endormie. Et on va continuer un peu dans le domaine de la fantasy, mais cette fois-ci, je vais vous inviter à tomber dans le terrier du lapin. Non pas celui d'Alice, mais des lapins de Guéren dans Watership Down de Richard Adams. Donc ce livre, qui est assez célèbre, a été adapté, fut un temps, en 2018, à la série Netflix La Colline des Lapins, qui est un film d'animation adulte. Mais elle est aussi et surtout célèbre pour la première adaptation de 1918 qui s'appelle La Folle Escapade, où je ne sais pas si vous avez déjà vu les passages des lapins qui s'attaquent, il y a du sang partout, c'est assez violent, assez perturbant à regarder. Donc voilà, en fait ça vient tout simplement de ce livre. Et d'ailleurs on voit un lapin formé par les buissons et les branches. Donc l'histoire, c'est lorsqu'une prophétie menace de détruire la paisible vie d'une garenne, un groupe de lapins part à la recherche d'un nouvel Éden. Durant leur périple, ils font face à des situations étonnantes. D'un style enfantin et bucolique, Martin Rosen transforme rapidement la nature en décor cauchemardesque, qui évoque parfois le Shining de Stanley Kubrick. Donc voilà, si vous aimez les lapins, mais aussi la nature et l'action, je vous conseille vivement Watership Down, qui est quand même un grand classique de littérature. Donc on va se centrer en particulier sur deux lapins, Hazel et Fever, qui sont des frères. Et tout va partir d'une prophétie que va déclarer Fever. Il a un don de voyance, donc d'où vient la dimension un peu fantastique. J'ai noté d'ailleurs ce qu'il va dire à ce moment-là, qui est assez traumatisant. Tout à coup, Fever frissonna et se recroquevilla. « Hazel, c'est d'ici que ça vient.
Je le sais maintenant. Une chose terrible. Une catastrophe approche. Puis il se mit à pousser des gémissements effrayés. Quelle catastrophe? Qu'est-ce que tu racontes? Tout à l'heure tu disais que ce n'était pas un danger. Je ne sais pas ce que c'est, répondit Fever, l'air triste. Il n'y a rien de dangereux à cet instant précis, mais ça vient. Ça vient. Oh, regarde le pré. Il est plein de sang. Donc c'est pas tout à fait ce à quoi on s'attend quand on voit des joyeux lapins. Voilà, donc ça c'est vraiment une immersion dans la Garenne. Donc ce que j'aime bien aussi dans ce livre, c'est qu'on voit vraiment comment vivent les lapins. Il y a toute une société, toute une structure, des vocabulaires, vraiment on est vraiment immergé, il y a des petites explications, des petites notes, et même durant le récit, vraiment on découvre les légendes, les folklores chez les lapins. Ils ont une figure héroïque duquel ils s'inspirent, ils se racontent des histoires entre eux, donc vraiment c'est très attachant. Ça monte de poésie, avec de vastes étendues champêtres. Mais aussi de violence, de mort, il y a des accidents, il y a des attaques, enfin, les lapins sont des proies par excellence, donc vraiment un milieu assez dur et d'autant plus quand ils sont confrontés à la cruauté humaine et à l'expansion industrielle. Donc c'est un petit côté écologique parce que ça rappelle notamment toutes les destructions que l'homme cause sur la nature et sur les populations environnantes. Donc voilà, donc, je vous conseille vraiment de frissonner avec le héros, avec Watership Down de Richard Adams. Je vais aussi vous parler d'un autre grand classique de littérature qu'on ne présente plus. Donc La couleur de la magie, The Color of Magic de Terry Pratchett. Donc du coup, la couverture est inspirée du film. Donc en fait, on a un fond de littérature étrangère. Donc on a des livres en langue anglaise, mais on a aussi des livres en espagnol, en grec et en allemand. Donc vous en trouverez ici à la BU GMGSI, mais vous pouvez en trouver aussi dans les autres bibliothèques et vous pouvez les commander par la navette. Et il y en a aussi dans la bibliothèque américaine, il y a beaucoup de fonds de langue anglaise, des grands classiques. Et donc celui-ci fait partie de la bibliothèque GMGSI. Donc tout geek qui se respecte a entendu parler de Terry Pratchett. Donc ils ont déjà vu au moins son univers décalé, ne serait-ce que la représentation de la Terre plate qui est portée par des éléphants, eux-mêmes portés sur une tortue qui plane dans l'univers. Enfin, c'est vraiment très connu. Et je fais un petit clin d'œil du coup à ceux qui aiment bien la théorie de la Terre plate. Donc du coup, voilà, si vous aimez la fantaisie, mais aussi l'humour un peu décalé, avec une mythologie complète et un humour très british, donc je vous conseille vraiment de découvrir ce grand classique. En anglais comme en français, on a les deux. Donc l'histoire, c'est que dans une dimension lointaine et passablement farfelue, un monde se balade à dos de 4 éléphants, eux-mêmes juchés sur la carapace de la grande tortue. Oui, c'est le disque monde, les habitants de la cité d'Ankh-Morpork croyaient avoir tout vu. Et Deux Fleurs avait l'air tellement inoffensif, bonhomme chétif, fidèlement escorté par un bagage de bois magique déambulant sur une myriade de petites jambes. Tellement inoffensif que le praticien avait changé le calamiteux mage Rincevent de sa sécurité dans la cité quadrillée par la guilde des voleurs et celle des assassins. Mission périlleuse qui devait les conduire loin, dans une caverne de dragons, peut-être jusqu'au bord du disque, car Deux Fleurs était d'une espèce plus redoutable qu'on ne l'imaginait. C'était un touriste. À la lumière de l'octarine, la 8e couleur découvrit l'univers fantastique et cocasse de Terry Pratchett. Donc on a le personnage de Rincevent qui est un sorcier raté, le Deux Fleurs, le touriste, donc on a vraiment une parodie de notre société, de notre mode de vie, confronté à un autre monde. Et c'est très dynamique comme style, donc le côté absurde, ça fonctionne très bien. Et puis voilà, vous découvrirez plein de personnages attachants et une aventure rocambolesque, donc je vous conseille vraiment de découvrir Terry Pratchett en français ou en anglais. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de notre seigneur de l'horreur, Stephen King? Donc je ne vais pas faire un prêche, mais je voulais vous parler de Revival de Stephen King, qui a été écrit en 2015, donc il n'est pas tout jeune, mais c'est un grand classique quand même. Donc Revival aborde l'épouvante, bien sûr. C'est un roman noir, mais aussi un roman un peu thriller, policier. Il y a du suspense, de la drogue, de la vie rock'n'roll, mais aussi beaucoup d'électricité. Donc c'est inspiré des plus grands comme Lovecraft, Stoker, Bloch, et c'est le rendez-vous immanquable de l'année. Donc c'est un thriller plutôt électrique. Donc l'histoire, c'est il a suffi de quelques jours au charismatique révérend Charles Jacobs pour ensorceler les habitants de Harlow dans le Maine. Et plus que tout autre, le petit Jamie. Car l'homme et l'enfant ont une passion commune,
l'électricité. 30 ans plus tard, Jamie, guitariste de rock rongé par l'alcool et la drogue, est devenu une épave, jusqu'à ce qu'il croise à nouveau le chemin de Jacobs et découvre que le mot revival a plus d'un sens et qu'il y a bien des façons de renaître. Et pour cause, parce que revival, c'est aussi notamment un courant rock'n'roll, donc le courant de musique, et comme justement Jamie en fait partie, on découvre un peu ce milieu par la même occasion. Donc Jamie a 6 ans quand il rencontre le révérend Charles Jacobs. Ce dernier est plutôt jeune, cool, il lui fait bonne impression. Tout de suite, le courant passe vite entre eux, si j'ose dire. Donc il s'attache au pasteur, et comme l'ensemble des habitants de la ville, donc on va découvrir du coup justement l'influence des hommes charismatiques, des grands orateurs qui arrivent à bouger les foules et qui les entraînent dans leur folie petit à petit. Mais du coup les années 60 avec le rock'n'roll, la rébellion, les années folles, bref, et un Jamie rongé par la vie. Donc on va vraiment les suivre avec minutie. Peut-être qu'au début la lecture peut paraître assez épaisse, mais on découvre au final que chaque élément avait son importance et va jouer un rôle dans le grand final. Donc du coup voilà, je vous conseille vraiment ce livre qui va questionner la légitimité de la religion tout en abordant le côté fantastique, thriller et horreur. Et histoire de détendre un peu l'atmosphère, je vais vous parler d'Agatha Raisin de M.C. Beaton. Donc Agatha Raisin, c'est quoi? Agatha Raisin, c'est une saga. Donc il y a une trentaine de tomes, il y en a même 31 tomes actuellement. Donc c'est un personnage plutôt attachant qui va tomber par hasard sur une enquête, une découverte de cadavres, où elle est impliquée d'une façon ou d'une autre, et du coup elle va se charger elle-même d'enquêter. Donc c'est une femme volontaire, dynamique et féministe. De plus, petite originalité, elle n'est pas toute jeune non plus, donc ça fait toujours plaisir de découvrir des personnages un peu originaux comme ça. Elle est un peu acariâtre sur les bords, mais elle a un cœur d'artichaut parce qu'elle va connaître beaucoup d'errances sentimentales, donc elle ne sait pas trop où elle se situe. Elle est toujours mêlée malgré elle dans les enquêtes, et c'est particulièrement vrai dans Voici venir la mariée, étant donné que je vais vous lire tout simplement le résumé, vous comprendrez très vite. C'est en traînant des pieds qu'Agatha Raisin se rend au mariage de son ex, James Lacey. Elle en pince encore pour celui qui l'éclabousse avec son nouveau bonheur. Le jour des noces, coiffée de son plus beau chapeau, Agatha jubile de voir que l'hôtel est vide. La mariée n'est pas là. Et pour cause, elle a été retrouvée avec une balle dans le corps, avant même de pouvoir dire oui. Il n'en faut pas plus pour redonner à Agatha de l'espoir. Avant que celui-ci ne retombe comme un pudding pas assez cuit lorsque la police décrète que la suspecte numéro 1, c'est elle. Donc forcément, puisqu'elle a encore des sentiments pour lui, on va l'accuser en premier. Donc elle a d'autant plus intérêt de vite démêler cette histoire. Donc il y a vraiment un humour assez rafraîchissant, on aime le style sans prétention de M.C. Beaton. Tout est très fluide, facile à lire, pas de prise de tête. Les enquêtes sont bien ficelées et on découvre toujours des petits villages, des personnes attachantes, avec chacun leur petite histoire, leur mode de vie. Donc une ambiance cosy, mystérie, assez british. Donc elle peut compter sur ses alliés, son ex-employé Tony qui a monté une entreprise de détective privé depuis le temps, ou même de Mrs. Bloxby qui lui offre toujours des bons petits plats pour lui remonter le moral. Donc je vais vous lire juste un petit passage, ça vous donnerait une idée un peu du style d'écriture. Agatha jeta un œil à sa conductrice, blonde, les cheveux courts avec un dégradé. Elle portait une veste en cuir, un t-shirt noir, une large ceinture de cuir sur ses hanches minces et un pantalon noir rentré dans des bottines. En comparaison, soupira Agatha, qui avait maigri mais aussi un peu négligé de faire de l'exercice ces derniers temps, j'ai la silhouette d'une vache. Avec ses 50 ans à peine entamés, la plupart du temps, elle se sentait jeune. Mais à côté de son ancien employé dans la fleur de l'âge, en chemin pour le mariage de son ex avec une très belle femme, c'était une autre histoire. Donc là, on va découvrir une Agatha Raisin un peu pleine de doutes vis-à-vis d'elle-même, en manque de confiance, donc elle traverse une crise identitaire. Donc c'est aussi intéressant de découvrir un peu cet aspect d'Agatha Raisin qu'on ne connaît pas forcément dans les autres. Voilà, donc je vous conseille de découvrir la saga Agatha Raisin, on a quelques tomes ici, dont Vive la mariée. On a aussi des romans young adultes, donc en pleine période de crise sanitaire. Celui-ci va particulièrement vous parler parce que ça parle notamment d'épidémie. Donc en fait c'est une vision post-apocalyptique et même dystopique d'un monde futur qui a été ravagé par une maladie mystérieuse. Donc ils vont traiter le mal par le mal comme va justement proposer Maël Pau dans 900.
donc juste ici. Donc la couverture est assez mystérieuse, on ne sait pas trop de quoi ça parle sur le coup, donc il faut vraiment prendre le temps de découvrir un peu les choses. Je vais vous lire le résumé. En 2020, une épidémie a ravagé le monde. Des hommes sont morts, des villes ont été détruites. Seuls 1000 nouveau-nés ont pu être sauvés. 500 garçons et 500 filles qui ont été élevés dans des orphelinats séparés. 900 est l'une de ces filles. Elle appartient à la génération réparatrice, celle qui créera le monde de demain. Un monde où les discriminations n'existent pas. Elle est le numéro 900 parmi ces 1000 enfants et pendant 17 ans, elle n'a vécu qu'avec des femmes. Dans un mois, les 1000 quitteront leurs orphelinats. Une nouvelle vie débutera. Avant de partir, il leur faut toutefois apprendre la vérité. Ils ne sont pas seuls. Donc ce roman d'anticipation met en scène la majorité du temps des jeunes adultes, puisque du coup, forcément, on repart vraiment à zéro. Donc cette communauté de survivalistes sera elle-même scindée en trois communautés distinctes. Donc on a les robots, c'est ceux qui viennent des orphelinats, qui ne connaissent rien de la vie, avec filles et garçons séparés. Vous avez les sans-gènes aussi, donc ceux qui sont dépourvus d'éducation, qui sont violents, qui vivent en bande, donc on peut supposer que c'était ceux qui étaient à l'extérieur de l'orphelinat. Et les religieux qui sont plus âgés et qui vivent en retrait, donc on suppose qu'ils se sont enfermés quand tout s'est déclenché, mais du coup, pour le savoir, il va falloir le lire. Et donc du coup, 900, qui est le personnage principal du livre, est contrainte sous chantage d'espionner les autres. Donc elle va s'introduire dans les autres groupes, ce qui nous permettra à nous de découvrir justement la composition de ces différents groupes, comment ils vivent, comment ils sont, et découvrir ce monde tout simplement. Donc l'immersion est très bien faite, le lecteur est très vite plongé dans le récit. Forcément, il faudra s'attendre à de la romance, comme du coup l'indique ce passage, nous ne vivons qu'entre femmes, nous n'avons jamais vu d'hommes. Nous savons qu'ils existent et qu'ils sont les 500 survivants qui nous précèdent. Mais il a toujours été défendu d'entrer en contact avec eux. Donc voilà, donc ce ne sera pas néanmoins la pièce centrale du livre, parce qu'il y aura un complot de dévoilé, il y aura plus de questions de soulever que de réponses. Le rebondissement final vous donnera envie de lire la suite, parce qu'il y a plusieurs tomes du coup, c'est une trilogie. Et si vous avez aimé Hunger Games ou Divergente, ou même la BD Seul, avec les enfants qui vivent exclusivement dans un monde sans adultes, donc vous allez aimer 900. Donc voilà, donc, le personnage de 900 est humain, imparfait, elle a des défauts, donc on s'identifie assez facilement à elle. Donc c'est assez plaisant à lire, donc je vous conseille vraiment 900 de Maël Pau, qui a été écrit en 2020 du coup. Je vais vous parler d'un autre grand classique de science-fiction, mais qui est néanmoins moins connu que les autres. Donc c'est Vision aveugle de Peter Watts. Donc avec ce genre de couverture, on s'attend vraiment à un soap opéra très cliché. Eh bien pas du tout. Est-ce que vous avez souvent la tête dans les étoiles? Est-ce que vous êtes déjà demandé si on était seul dans l'univers? Ou s'il y avait des petits hommes verts qui cherchaient à nous contacter ou avaient déjà réussi à le faire? C'est justement ce qu'ils vont se demander dans ce livre. Mais plus encore, je vais vous lire justement le résumé. La Terre a été prise en photo depuis l'espace. Les mystérieux visiteurs sont-ils sur cet artefact découvert dans notre système solaire? Le vaisseau Thésée part en mission. À son bord, 5 membres d'équipage recrutés avec soin. Une linguiste aux personnalités multiples, un biologiste qui s'interface aux machines, une militaire pacifiste et un observateur, Siri Keaton, capable de déchiffrer à la perfection le langage corporel de ses interlocuteurs. Leur commandant est lui aussi bien étrange. C'est un homo vampiriste, autrement dit, un vampire aux facultés intelligentes remarquables. Pourtant, malgré leurs aptitudes exceptionnelles, rien ne peut les préparer à ce qu'ils vont découvrir lors de ce voyage terrifiant. Donc on a déjà une équipe de rêve, vraiment des personnes toutes plus différentes et hétéroclites les unes que les autres. L'auteur est un auteur canadien, mais aussi un ancien biologiste marin, et vous découvrirez bien vite la petite influence dans ce roman. Donc c'est vraiment un des meilleurs romans de hard science-fiction écrits au cours des 15 dernières années, si ce n'est plus. Donc l'intrigue s'affranchira petit à petit de cette histoire de rencontre du troisième type
pour poser des questions beaucoup plus existentielles sur la valeur de la conscience. Jusqu'où sommes-nous conscients de nous-mêmes et à partir de quel moment on cesse d'être nous au fur et à mesure des modifications corporelles. Donc il y a beaucoup de personnages qui sont améliorés, il y en a qui sont cyborgs et petit à petit la question va se poser, est-ce que c'est toujours les mêmes personnes, est-ce qu'ils sont toujours conscients d'eux-mêmes? Donc un mélange d'ambiance entre Alien et Terry Pratchett avec un casting tout à fait affriolant. Donc tous ces post-humains augmentés ont tous des problèmes à leur niveau, ils sont sociopathes ou détectives dans l'âme, il y a la créature prédatrice qui rôde, qui est anthropophage quand même, et ils sont enfermés dans un vaisseau, donc ça devient très vite anxiogène, donc voilà. Et il y a vraiment le génie génétique qui sera abordé, mais aussi les neurosciences. D'ailleurs, il faut savoir que ce roman est conseillé à la lecture obligatoire. Non, c'est même une lecture obligatoire dans la neurologie de l'université du Miami, mais aussi dans l'université de philosophie, donc c'est vraiment quelque chose. Donc les bases scientifiques sont abordées, mais aussi expliquées. Vous avez même des notes en fin du roman qui vous expliquent toutes les théories scientifiques pour prouver que l'auteur n'est pas fou et qu'il n'a rien inventé. Donc ça va remettre en question le pacte du lecteur, de par la nature instable de la mentalité du personnage principal, qui lui n'est même pas sûr de ce qu'il voit, de ce qu'il entend. Au final, il va se poser plein de questions. Est-ce que tout ça c'est réel ? Donc le style est minutieux et incisif, comme un scalpel très très précis. Donc faut parfois le relire une deuxième fois pour bien s'imprégner de tout. Mais il est vraiment très très bien. Il y a de la beauté, de l'émerveillement, vous allez apprendre plein de choses. Je vous montre un peu le style du coup de la plume. Donc, une autre écoutille, plus petite cette fois. Je m'y suis glissée pour aboutir sur la passerelle de commandement. Lumière tamisée, mosaïque évolutive et silencieuse d'icônes et d'alphanumériques, s'itérant sur des surfaces sombres et lisses. C'était davantage une cabine de pilotage qu'une passerelle, et pas très grande en plus. J'avais émergé entre deux couchettes d'accélération, chacune entourée en fer à cheval d'un ensemble de contrôles et d'affichage. Personne ne s'attendait à devoir un jour se servir de cet endroit. Le Thésée savait très bien se diriger seul, sinon nous pouvions le polluer par l'intermédiaire de nos implants. Ou alors c'est que nous étions très probablement tous déjà morts. Toujours est-il que dans le cas délirant où tout échoue mais qu'il reste un ou deux intrépides survivants, c'est de cette passerelle qui pourrait faire regagner la base au vaisseau. Donc voilà, donc c'est vraiment une lecture très dense qui peut donner un peu, qui peut mettre le moral un peu à zéro, mais vraiment très très intéressant, qui a eu un grand prix de l'imaginaire, le prix Hugo, avec des personnalités multiples, le côté soap opéra forcément, mais aussi le côté scientifique, qui mélange un peu le côté beat-lit du vampire. Donc voilà, je vous laisse découvrir ce chef-d'œuvre de l'auteur canadien que voici. On va tout doucement basculer de nouveau dans les actualités. Je pense que tout le monde est plus ou moins au courant de ce qui se passe avec le conflit Russie-Ukraine. Il y a eu d'importants mouvements migratoires qui ont fleuri un peu partout du côté occidental. Donc beaucoup de familles qui ont trouvé refuge ici notamment. Donc si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe par la suite, comment ils se réinsèrent dans la société, comment ils réapprennent à vivre, à se reconstruire, vous pouvez le découvrir notamment avec Soleil amer de Lila Hussein. Enfin, ce n'est pas tant question de l'Ukraine, mais de l'Algérie. Cependant, ça se passe dans les années 50, donc c'est un peu le même état d'esprit. Donc l'Algérie souffre de la guerre. Donc du coup, Naja élève seule ses 3 filles et depuis que son mari Saïd a été recruté pour travailler en France. Donc, quelques années plus tard, devenu ouvrier spécialisé, il parvient à faire venir sa famille en région parisienne. Et là, Naja tombe enceinte, mais leurs conditions de vie ne permettent pas au couple d'envisager de garder l'enfant. Donc avec ce roman, Lila Hussein va vraiment aborder l'intégration des populations algériennes dans la société française au début des années 60 et jusqu'à la fin des années 80. Donc il y a vraiment un très grand laps de temps où on va suivre plusieurs générations d'une même famille. Donc une histoire très intense qui est portée en particulier par des personnages féminins flamboyants.
Donc ces 4 décennies d'une famille immigrée algérienne. Donc déjà le titre interpelle Soleil amer, donc comment le soleil qui est supposé être bénéfique, chaud, peut être amer. Donc là il y a plusieurs choses. Déjà il y a le soleil qui brûle les terres, qui rend les cultures arides. Donc on va avoir la dimension en Algérie qui sera évoquée à ce moment-là. Donc des petits flashbacks de leur vie d'avant qu'ils regrettent forcément. Face aux difficultés qu'ils vont rencontrer ici et maintenant. Donc les tentations occidentales pour les hommes qui entrent en totale collision avec les traditions orientales qui emprisonnent les femmes. Donc les mariages dès 15 ans, de force pour une nationalité en dot. Les refus d'intégration aussi, ce repli identitaire qu'ils vont devoir subir face à la non-acceptation des autres. Ils vont vivre dans des ghettos qui seront eux-mêmes propices à la violence, à la drogue, à toutes ces conditions totalement infernales, la misère. Donc, ce qui va conduire à l'insécurité des foyers, du coup, le chômage aussi, la précarité. Et de là, forcément, ils finissent par se demander est-ce que c'est finalement mieux de vivre dans ces conditions ou est-ce que c'est pas mieux de rester dans ce pays qui était sujet à la guerre, finalement. Donc les personnages offrent une large palette nuancée et colorée, donc des femmes et des jeunes filles qui luttent pour sortir des carcans culturels et sociaux imposés par l'entourage familial parce que du coup elles vont s'affirmer aussi à côté. On va observer la vie quotidienne d'une famille sur laquelle pèse un lourd secret qui plus est, donc dans un paysage urbain de banlieue et entrecoupé de flashbacks de ce pays de naissance, mais aussi marqué par la violence. Donc faut savoir que cette guerre a fait environ 300 morts en 3 mois. Donc c'est une véritable découverte de ce roman de rentrée, donc il a été écrit en 2021. Et Lilia Hassen, elle a vraiment un style éblouissant, donc c'est vraiment un jeune talent de découvert. La langue est âpre mais aussi poétique, ce qui fait ode à de grands écrivains, mais aussi qui offre une satire sociale sur le pays des droits de l'homme. Donc ça permet d'ouvrir les yeux, de prendre conscience et du coup au final, est-ce que c'est pas par là qu'on commence pour faire changer les choses? C'est de prendre conscience. Donc du coup je vais vous lire un petit passage pour que vous vous rendez compte un peu du style. Nour ne rentrerait pas cette nuit. Elle voulait s'endormir de tendresse, ou ne plus dormir du tout. Respirer l'odeur du silence, pleurer contre sa peau, ouvrir les yeux sur l'obscurité pure. Toucher l'humidité de ses reins, ne plus savoir l'heure qu'il est, ne plus savoir l'heure qu'il sera, et demain, le temps des explications, le temps de la montre, le temps qui donne mal au cœur. Mais là, tout de suite, ne pas penser, ne pas réfléchir, vivre le calme, le parfum de l'éternité nue, la houle de son souffle, rien d'autre. Ou alors capturer les soleils qui se sauvent, ne plus jamais les laisser s'enfuir. Alors, elle pleurerait encore. Ses cheveux collés sur ses joues, et se réveiller encore endormi, embrasser ses paupières mouillées de larmes, et le sel de ses yeux glisser sur ses lèvres, qui avaient le même goût, le goût du chagrin. Donc c'est vraiment un style très, très beau, très poétique, très agréable à lire. Donc vraiment je vous conseille Soleil amer de Lilia Hassen, qui ne prend vraiment pas beaucoup de temps à lire, il est très petit. Donc voilà, donc c'est une belle découverte, et en plus c'est assez d'actualité. Et je vais finir par un dernier roman graphique, donc d'Emma, qui s'appelle Un autre regard. Alors on remarque tout de suite, la couverture est assez originale. On peut s'attendre un peu à un journal intime, un peu feel good ou très féministe. Eh bien détrompez-vous, c'est en fait très très varié comme sujet d'actualité qui sont abordés. Donc il faut savoir que les droits de la femme, c'est un droit auquel il faut toujours constamment lutter. Il y a seulement 78 ans qu'on a le droit de vote. Donc c'est à chaque fondement de société, il faut toujours remettre ça sur le tapis, toujours essayer de redonner un peu, comme dans Soleil amer juste avant abordé, de s'affirmer. Et Emma nous propose de jeter un regard à travers le voile de cette société qui forme non seulement les femmes mais aussi les hommes à voir d'une certaine façon, avec sa BD à l'humour assez décapant. Donc je vais vous montrer un peu le style de dessin. Il est assez rudimentaire, donc ça fait un peu penser au dessin des enfants. Très léger
Et du coup, ça rend encore plus troublant ce qu'il évoque, parce que si le style est vraiment sans prétention, très léger, très joyeux, ce qu'il raconte ne l'est pas du tout. Donc en fait, Emma va se baser sur des témoignages, purement et simplement des vrais témoignages de ce que les gens ont vécu. Et donc les sujets d'actualité, la politique, la maternité, l'anatomie féminine, mais aussi la violence policière. Il y a vraiment des tas de choses qui sont abordées. Donc son regard n'est pas moralisateur toutefois, il est neuf, critique et empathique envers les victimes de ceci, mais elle ne va pas pour autant juger. Et il y a au total 7 petites histoires qui sont abordées dedans. Et d'ailleurs vous avez aussi la partie 2 qui est également disponible en BU-GM-GSI. Donc du coup, voilà, donc c'est la violence des opprimés, la méconnaissance des femmes sur leur propre corps, le rapport homme-femme qui est manipulé par la société. C'est assez rafraîchissant à lire et on passe un bon moment sans se prendre la tête et on se pose les vraies questions avec des arguments et des recherches à l'appui qu'on peut par la suite explorer plus en profondeur si on le souhaite. Donc voilà, donc encore une fois, c'est à petite échelle qu'on peut faire bouger les choses et ça passe notamment par un autre regard d'Emma. Et c'est ainsi que se termine cette petite présentation Booktube de la GM-GSI. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que ça vous a donné envie de lire.